Bonsoir à tous, bienvenue au 35e meet-up de la French Tech Strasbourg. Du coup, on est ravis de vous avoir ce soir pour le meet-up sur la gestion des risques tech dans les startups. Et on va attendre encore 3-4 minutes le temps de laisser venir les prochains participants. Du coup, j'espère que vous êtes bien prêts en place dans votre canapé avec une petite bière ou un café pour assister à cette superbe présentation. Je vais broder, hein, c'est vrai que je peux broder en attendant. Donc, du coup, c'est vrai que je suis très contente de faire cette présentation ce soir, car on a tous eu vent du gros pataquès qui s'est passé chez OVH à Strasbourg. Il y en a peut-être certains de vous qui ont été impactés, j'espère pas trop. Mais c'est vrai que du coup, ça nous a tous un peu sensibilisés sur la gestion de nos données, de la sécurité et tout ce qui concerne les data centers. Quand on est une petite startup, comment est-ce qu'on fait? Donc, du coup, c'est vraiment sympa que ce soit le sujet de ce soir que je suis ravie d'animer. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas dans les slides, donc moi, c'est Mélisande. Je suis du coup la cofondatrice de l'application Schlookmap. Schlookmap, qui est une super application qui vous permet de sortir dans les bars, de trouver les happy hours des bars. Notre communauté nous aime pour ça. Et on était à Strasbourg et maintenant, on est dans 30 villes de France, bientôt en Angleterre, etc., etc. Et on a évidemment, comme vous, hâte que les bars ouvrent. Donc, du coup, il est 19h05. Je pense que je vais commencer. Est-ce que c'est bon? Ouais, hein. Je pense que je vais commencer parce qu'on m'a fait des petits oui. J'ai l'impression que c'est bon. Du coup, je vais commencer. Bienvenue pour ce meet-up pour la gestion des risques tech dans les startups. On a la chance de recevoir Kevin, qui est CTO chez Atolia, Yannick, qui est donc responsable sécurité des systèmes informatiques chez Scalingo, et Romaric, qui est responsable de l'équipe service réseau et mobilité à l'Université de Strasbourg. Donc, ce meet-up est organisé dans le cadre de notre très belle communauté en Alsace, la French Tech Strasbourg. Et donc, vous devez le savoir, et si vous ne le savez pas, on organise des Demo Nights, il me semble que c'est 2 fois dans l'année, où vous pouvez présenter votre startup. On organise des meet-ups comme celui qu'on est en train d'animer ce soir, et on a aussi des super dîners du Founders Club, où du coup, on peut se raconter tout ce qui se passe et se donner des tips en petit comité, et c'est très sympa. Pour plus d'infos, vous allez donc sur le site de la French Tech Strasbourg. La French Tech Strasbourg, c'est déjà une très, très grosse communauté. Donc, on a plein, je ne vais pas toutes les citer, mais on a plein d'entreprises qu'on aime bien et qu'on connaît, qui sont des très belles réussites. On a R24, Atolia, ChargeMap, Scalingo, on a Epopia, Quit, etc. Évidemment, Schlookmap. Et donc, c'est une grosse communauté. Et comme vous le voyez ce soir, on est là pour s'entraider tout le temps. Alors, nos meet-up, normalement, dans la vie habituelle, sont organisés en physique, mais on s'est tous adaptés et c'est pour ça qu'on fait ça à distance. On a évidemment hâte de vous retrouver en physique dès que ça sera possible et on l'espère tous au plus vite, peut-être avec un peu de chance pour la rentrée. Donc on aura hâte de vous voir. Là, vous avez une petite photo des Super Founders Club. Donc, je vous le disais, c'est des dîners qui sont assez intimistes, où du coup, on peut parler des choses, des choses sympas, mais parfois aussi des sujets un peu délicats et des tips. Et puis, on a la chance d'avoir des invités sympas. Donc, on a eu Lilia Meradé, on a aussi Stéphane de Semia, que vous voyez là sur la photo. En tout cas, on essaie de faire des choses utiles pour l'écosystème. Il y a aussi une nouveauté depuis ces multiples confinements. Donc, vous avez le podcast Bretzel Connect que vous pouvez retrouver sur le lien juste en dessous et j'imagine aussi sur le site de la French Tech où certains entrepreneurs ont témoigné sur leur projet entrepreneurial et leurs difficultés, leurs réussites. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller écouter le podcast qui est super sympa. La French Tech Strasbourg se mobilise aussi pour parler des startups de la région et vous retrouverez donc sur le site tout plein de news sur les startups qui font actuellement plein de bruit à Strasbourg. Je vois qu'il y a Epopia et ça me fait penser qu'Epopia, ils ont annoncé une super nouvelle. Ils ont fait un super partenariat avec un géant américain pour lancer Epopia aux États-Unis. Donc, vous voyez,
les startups à Strasbourg, ça cartonne et ça, c'est vraiment cool. La French Tech a aussi très récemment élu un nouveau board que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir. Donc, vous pouvez tous les applaudir. Je vais le faire pour le fun, même si on ne peut pas le faire vraiment. Du coup, on a un super board et vu qu'à Strasbourg, il y a beaucoup de startups dans la santé et le numérique, le board est séparé donc en deux parties, même s'ils travaillent évidemment conjointement. On a Guillaume, je vais peut-être pas tous les citer, mais vous pouvez regarder. Donc, c'est Atolia, Paulina de Knot, Geoffrey de Cuit. On a Emeline de Physimed, par exemple. Et voilà, donc le board travaille régulièrement pour justement proposer des nouveautés et un peu créer la vision de la French Tech Strasbourg, comme vous faites pour créer la vision de votre startup. Et je l'ai exprès pas cité, mais maintenant je peux le faire. On a le super président de la French Tech Strasbourg, qui est donc Clément Sornin de Air Campus. Super appli pour les jeunes aussi, enfin site web appli. Je vous laisserai les regarder. En tout cas, Clément est très sympa. Et donc, ce soir, c'est la French Tech Strasbourg qui organise le meet-up, mais aussi Alsace Digital. Donc, Alsace Digital, c'est donc une association qui existe depuis très longtemps et qui fait booster le numérique pour les startups, mais aussi, et pas que pour les startups, parce que c'est aussi pour les enfants, pour les jeunes, pour le numérique chez les femmes. Donc, ils font plein de choses. Et là, typiquement, leur toute récente action, c'est donc un programme de 8 ateliers répartis sur 8 semaines à destination des entrepreneurs. Donc, ce n'est pas forcément les entrepreneurs des startups, vous pouvez être freelance. Et donc, le programme commence la semaine prochaine où il y a les outils numériques un peu du début qui vont être présentés, les bonnes tips, etc. Donc, en tout cas, on a hâte que ça commence, ça va être très sympa. Alsace Digital organise aussi, vous savez, normalement tous les ans, le Hacking Industry Camp. Et du coup, là, le prochain, si on a beaucoup de chance, on devrait avoir lieu en physique ou en tout cas en version mixte fin d'année. Mais entre-temps, ils ont décidé de mettre en place 2 tables rondes. Donc, la première table ronde concerne l'entreprise agile. Elle a donc lieu le mercredi 5 mai à 17h. Donc, vous pouvez évidemment retrouver le lien sur les réseaux sociaux de Alsace Digital. Et la deuxième table ronde a lieu le 18 mai à 17h en ligne aussi. Et elle concerne, elle, l'entreprise résiliente. Donc, n'hésitez pas à venir pour justement pour ceux qui sont intéressés pour participer au FIC de la fin d'année. Et donc, ça y est, nous rentrons dans le vif du sujet pour ce meet-up sur la gestion des risques. Donc, on a nos super intervenants. Alors, on a Yannick donc de chez Scalingo qui va d'abord nous présenter, nous expliquer comment est-ce qu'on peut assurer la sécurité de nos startups aujourd'hui. On a ensuite Romaric qui prendra le relais et qui parlera des risques spécifiques au data center. Il semblerait du coup, avec toute cette histoire d'OVH, que ça soit un super sujet d'actualité. Et enfin, le dernier, mais pas le moindre, Kevin, qui va nous donner, lui, le cas concret d'Atolia. Donc, en fait, comment est-ce qu'ils font aujourd'hui pour gérer la sécurité, surtout que chez Atolia, c'est important vu le secteur dans lequel ils évoluent. Donc, je vous rappelle, avant de laisser la parole à Yannick dans 10 secondes, vous pouvez poser des questions dans le chat. Dans le chat, c'est d'ailleurs vachement important, parce qu'en fait, le but, c'est que ça soit animé, même si on n'est pas tous ensemble. Donc, je vous laisse poser les questions dans le chat. J'en prendrai 2 à la fin de chaque présentation. Et pour celles qu'on ne pourra pas traiter à ce moment-là, on les retraitera à la fin. Et du coup, je vous souhaite un excellent meet-up. Et donc, je donne la parole à Yannick. Merci beaucoup. Merci Mélisande pour la super intro et d'avoir relevé le défi au pied levé de présenter le meet-up comme ça. Alors, effectivement, j'introduis la soirée en faisant une petite introduction générale sur la sécurité de l'information dans les startups et pourquoi c'est important pour vous. Et donc, j'étais un petit peu taquin. Voilà, je vais vous présenter mon écran.
Voilà, j'ai intitulé la présentation « La sécurité, c'est pas drôle, surtout quand c'est vous la blague ». Parce que vous avez vu récemment, ou peut-être que vous avez entendu parler de ça d'un peu trop près, de cette histoire de data center qui a brûlé à Strasbourg. Et du coup, il y en a qui ont fait une petite blague, genre, ben voilà, c'est à ça que ça ressemble en vrai les données dans le cloud. Mais en fait, mine de rien, le sujet de la sécurité de l'information, quand on y pense souvent, c'est trop tard. Et je vais vous montrer que ben, pour les startups, c'est important d'y penser dès le début et ce n'est pas forcément toujours compliqué. Alors, un petit peu de contexte d'abord. Donc, qui je suis? Ben, en fait, donc Yannick Joss, je travaille chez Scalingo en tant que Head of Security and Compliance. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en français, on appelle ça souvent ce poste le RSSI. C'est un poste qui existe depuis longtemps. Enfin, les anciens disent RSSI. Moi, en fait, j'ai un poste où je dis que j'assure la sécurité et la conformité. Je vous expliquerai en quoi ça consiste après. Dans les épisodes précédents, j'ai été fondateur et CEO d'une startup qui s'appelle Stratagem, qui travaille dans les objets connectés. Et j'ai été aussi développeur pas mal dans le monde du voyage, des agences de voyage, je travaillais dans les moteurs de recherche de chambres d'hôtel et j'ai fait des ERP aussi pour les agences de voyage. Alors, mon job, c'est quoi? C'est assurer la sécurité de l'information. Ça veut dire quoi en fait? Il y a deux aspects. C'est assurer la conformité de l'entreprise aux normes auxquelles on est soumis et aux lois du pays, et aussi mettre en œuvre les mesures et les mesures de sécurité de l'information. Alors, pourquoi c'est important pour une startup? Une startup, ça veut aller vite, mais ça ne doit pas aller trop vite parce qu'il y a quand même des obligations réglementaires auxquelles il faut obéir, et il y a des risques essentiels qu'il vaut mieux couvrir. Et en fait, on l'ignore un peu trop souvent, mais en fait, une entreprise a quand même un devoir de conseil envers ses clients. Alors, c'est comme une assurance. Alors, les obligations réglementaires, c'est quoi? Eh ben, en France, il y a des lois qu'il ne faut pas ignorer. La loi de confiance en l'économie numérique qui introduit des droits, des obligations pour les hébergeurs. Il y a les lois européennes, le RGPD dont vous avez sûrement entendu parler, et des réglementations qui sont spécifiques à votre domaine. Si vous opérez dans le domaine de la santé, par exemple, l'obligation d'utiliser, par exemple, un hébergeur HDS. Le devoir de conseil, c'est quoi? Eh ben, en fait, en tant que prestataire de service, vous ne pouvez pas laisser vos clients faire n'importe quoi. Vous ne devez pas permettre ou forcer de mauvaises pratiques. Et le client, en fait, dans des cas un peu extrêmes, il peut se retourner contre vous en disant « Mais pourquoi vous m'avez proposé ça? Pourquoi vous m'avez permis de faire ça ?» Une petite définition d'abord. La sécurité de l'information, c'est quoi? Alors, en une phrase, c'est un ensemble de pratiques qui visent à protéger l'information et comment on va essayer d'atténuer les risques. Alors attention, la sécurité de l'information, c'est pas la sécurité, ça ne concerne pas uniquement le stockage informatique, c'est-à-dire que l'information elle peut être stockée sur des tas de supports complètement différents. Alors, une autre définition, c'est quoi un risque? Le risque, c'est la survenue d'un événement qui est indésirable et qui va attenter à la sécurité de l'information. Alors, un risque, c'est défini comment? On va définir l'événement redouté. En l'occurrence, par exemple, la perte des données de production, c'est-à-dire les données que vous utilisez pour faire du vrai business. Ou par exemple, le scénario, ça va être la perte d'un disque d'un serveur de base de données. L'impact, c'est quoi? La perte de la totalité des données de production. Après, vous allez définir une échelle de criticité. Donc, pour vous, ça va être un événement majeur, par exemple. Et par contre, vous dites la probabilité, c'est peu probable. C'est quelque chose que vous estimez, en tout cas. Alors, les risques principaux en sécurité de l'information, c'est quoi? Eh bien, en fait, on va appeler les piliers de la sécurité de l'information 3 domaines assez différents pour essayer de catégoriser les risques dans sécurité de l'information. La disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, le triptyque DIC. Les Anglais, ils disent CIA. Alors, l'atteinte à la confidentialité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui accède à une information auquel il ou elle n'aurait pas dû avoir accès. Donc, en gros, vous ne respectez pas le niveau de confidentialité qui était attendu. Donc, par exemple, c'est une information interne qui devient publique ou une info que vous vouliez rester confidentielle dans un petit nombre dans une entreprise et qui a été diffusée à un grand nombre de personnes en interne. Une atteinte à l'intégrité, c'est vos données ou celles des clients qui sont modifiées. Donc, elles sont plus correctes, elles sont illisibles, ou alors, en fait, on n'est pas sûr de leur cohérence, de leur intégrité. Donc, ça peut être pour des raisons accidentelles ou pour des raisons volontaires. Un acteur malveillant, par exemple, qui veut couvrir ses traces, ou quelqu'un qui a intérêt à ce que les données soient modifiées dans son intérêt. Une atteinte à la disponibilité, c'est
une donnée, un système, une application qui n'était pas disponible au moment où quelqu'un l'attendait ou dans les délais attendus. Donc, ça peut être une application qui crache temporairement, ça peut être une indisponibilité de 5 minutes, 5 heures. En fait, le délai importe peu. Ce qui est important, c'est ce que le client attendait par rapport à ce que vous avez été capable de fournir. Comment est-ce qu'on va traiter un risque en sécurité de l'information? En fait, on a plusieurs moyens. Le moyen le plus simple, c'est la réduction. En gros, il y a une activité trop dangereuse, enfin, il y a trop de risques, vous arrêtez de le faire. Ça, c'est problématique parce qu'il faut trouver un autre moyen de faire le business. Vous pouvez faire de la prévention, c'est-à-dire vous allez essayer de réduire la probabilité que ce risque arrive. Ça, c'est compliqué parce qu'en fait, estimer la probabilité d'un risque, c'est jamais évident. Et du coup, faire qu'il arrive moins souvent, ça va vraiment dépendre au cas par cas. La protection, c'est réduire l'impact. En gros, il y a un risque qui arrive. Qu'est-ce que je peux faire pour minimiser en fait une fois que ce risque arrive? Et le transfert, ça, c'est le plus simple finalement. Vous allez sous-traiter l'activité, votre sous-activité qui comporte un risque, ou alors vous allez l'assurer, c'est-à-dire que vous assumez que ça puisse arriver, mais vous faites appel à un assureur pour faire qu'il n'y ait pas d'impact pour vous. Alors par exemple, si maintenant on a un événement redouté qui est la perte des données de production, donc qui serait la perte du disque d'un serveur de base de données, et donc on perd la totalité des données, c'est majeur pour nous. Maintenant, en fait, on va le traiter et diminuer son impact. Par exemple, on met en place des sauvegardes quotidiennes. À partir de là, on pourra revenir au moins au maximum 24 heures en arrière. Et du coup, ce que nous, on va décider, c'est que 24 heures de perte, finalement, on passe notre événement indésirable, et l'impact, finalement, il passe de majeur à mineur. Voilà. Il faut savoir que l'échelle, par contre, de l'impact, tout ça, c'est chaque entreprise qui décide comment est-ce qu'elle va analyser l'impact de ces risques. Maintenant, comment moi, dans ma startup, dans mon entreprise, je peux améliorer la sécurité de l'information? Donc, le moyen, on va dire la voie royale, c'est de faire une analyse de risque systémique. En gros, il y a des méthodes qui existent, par exemple BIOS 2010 et BIOS Risk Manager. Vous prenez le long process. Maintenant, il y a peut-être aussi simplement l'adoption de bonnes pratiques qui peut faire que, en gros, vous allez pouvoir essayer de prévenir certaines choses. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'analyse de risque systémique. Donc, l'analyse de risque systémique, ça consiste en quoi? En gros, sans rentrer dans les détails, c'est que vous allez inventorier toutes les ressources, tout ce qu'on appelle les actifs supports et informationnels, c'est-à-dire vos bases de données, qu'est-ce qu'elles stockent comme données et où est-ce que c'est stocké, sur quel disque dur, sur combien de disques durs, etc. Inventorier les acteurs qui pourraient interagir avec les données et après, vous allez élaborer des scénarios. Et après, en fonction de ces scénarios, vous voyez les risques, vous envisagez qu'est-ce que ça pourrait être la probabilité de la survenue de ces scénarios. Et après, vous mettez en œuvre un plan de traitement des risques pour essayer de diminuer du coup l'impact. Alors, vous pouvez le faire, surtout si vous visez une certification, peut-être que vous êtes obligé. Mais après, vous allez avoir différentes phases de maturité dans votre startup. Si vous êtes vraiment en phase de construction de votre startup, en gros, vous êtes en train de monter un produit, un ensemble de process, etc., vous allez devoir recommencer souvent et ça va ralentir votre progression. Mais le faire trop tard, ça va vous obliger à revoir des tas de choses. Donc, le compromis, c'est de consolider en avançant. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des parties dans votre startup que vous êtes en train d'élaborer un peu au fur et à mesure, mais il y a peut-être des choses dont vous êtes un petit peu plus sûr, et à ce moment-là, il faut peut-être essayer d'améliorer la sécurité de l'information dans ces parties-là en premier. Alors, les bonnes pratiques. En fait, finalement, le but, c'est quoi? C'est dans votre startup de monter le niveau de la sécurité de l'information au-delà de ce qu'on appelle le seuil d'humiliation. En gros, de dire qu'il y a quand même un minimum de choses que vous pourriez faire pour ne pas être complètement dans la panade au cas où ça arriverait. Il y a quand même des choses de base à faire. Par exemple, l'ANSSI, c'est un organisme national qui en fait des préconisations à très haut niveau pour la sécurité de l'information, mais qui publie aussi des livres blancs à destination de tout le monde, a sorti un petit guide pour essayer d'évaluer la maturité de son système d'information et essayer de se positionner aussi pour essayer de comprendre de quel niveau de sécurité d'information vous avez réellement besoin. Alors, je vais vous donner un petit exemple fictif. On va prendre une entreprise qui s'appelle Burger Corp. On va essayer de voir un petit peu comment est-ce que Burger Corp a mis en place la sécurité de l'information. Burger Corp fait de très bons burgers.
Alors, donc, dans les conseils généraux, en fait, déjà, il y a toujours une question qu'il faut se poser, c'est build or buy quand vous montez votre startup. En gros, est-ce que vraiment vous allez construire tous les outils, tous les process, etc., ou est-ce que vous allez adopter des choses qui existent déjà? Et ça, c'est une question que vous allez vous poser souvent. Quelque part, le conseil qu'on peut vous donner, c'est qu'il faut toujours se concentrer sur votre valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous faites que les autres ne savent pas faire? C'est ça qui est important. Et finalement, en fait, l'encouragement qui est là, c'est de privilégier le transfert de risque sur tout ce qui n'est pas votre cœur de métier. Par exemple, Burger Corp, eux, ils ont choisi d'utiliser un logiciel de prise de commande en ligne qui est en SaaS, en Software as a Service. Donc, ils n'ont pas développé quelque chose à partir de zéro. Burger Corp, eux, ce qu'ils savent faire, c'est des bons burgers. Alors, une autre bonne pratique, et je dirais que c'est vraiment le cœur d'un système de sécurité de l'information, c'est de se baser sur les personnes. C'est les personnes qui vont vous aider à faire que ce système va tenir en place. Un des principes de base, c'est ce qu'on appelle le need to know, le droit d'en connaître. Autrement dit, il ne faut pas diffuser trop d'informations aux gens qui n'ont pas besoin de le savoir. Alors, ça ne veut pas dire avoir une culture du secret. Ce que ça veut dire, c'est que les gens qui n'ont absolument pas besoin et jamais besoin d'avoir accès à une information, pourquoi leur mettre à disposition? C'est-à-dire, pourquoi leur donner un disque où ils ont accès à tous les documents de l'entreprise, etc. C'est un risque que vous prenez alors que personne n'a besoin d'avoir accès à l'information. En tant que fondateur de start-up, en tant que dirigeant, vous devez donner l'exemple, c'est-à-dire à vous aussi de vous appliquer ces mêmes règles. Il faut toujours s'assurer que les gens, bien sûr, ils sont en capacité de comprendre ce que vous leur demandez et qu'ils soient formés. Bien sûr, vous pouvez vérifier s'ils ont les compétences, faire ce qu'on appelle des background checks, mais attention à toujours respecter aussi la vie privée des gens. Et il y a des choses que vous n'avez pas le droit de demander vérifier, mais ça n'empêche pas d'appeler les anciens employeurs, etc., pour vérifier la compétence de vos salariés. Par exemple, Burger Corp, eux, recrutent que des gens qui sont qualifiés pour le service, qui ont déjà travaillé dans la restauration. Alors, les procédures. Alors, tout de suite, voilà, je vous mets un tas de papier. Dès qu'on pense procédure, on pense, ça y est, c'est fini, je vais avoir un bottin à côté de mon bureau et puis je vais devoir signer les choses en 12 exemplaires. Non, les procédures, c'est quoi? C'est documenter ce que vous faites. On dit aussi, il faut dire ce qu'on fait, mais il faut faire ce qu'on dit. Il y a un test simple qu'on appelle le buzz test. Posez-vous la question de votre entreprise. Si maintenant il y a un des membres de l'équipe qui passe sous un bus, qui est indisponible pendant plusieurs mois ou pire, est-ce que l'entreprise elle survit? Si la réponse est « je ne suis pas sûr », peut-être que vous n'avez pas assez documenté les procédures. Parce que la sécurité d'information, la continuité de service, c'est aussi ça. Il faut documenter comment votre entreprise fonctionne. Je vous conseille d'utiliser des formats ouverts qui vont être pérennes dans le temps. Regardez aussi si le moyen de documenter va être disponible offline, si jamais il y a un souci de connectivité, ou si le service que vous utilisez y tombe. Et pensez à la sauvegarde et au versionning, c'est-à-dire savoir quelle est la version courante de vos procédures et à les sauvegarder dans un autre endroit. Par exemple, Burger Corp, ils ont mis en place une fiche normalisée pour la traçabilité des denrées alimentaires. Et non seulement ils l'ont mise en place, mais tout le monde sait l'utiliser. Parce que ça aussi, il ne faut pas juste faire les choses pour avoir le papier. Alors, au niveau des outils, vous avez toujours la tentation de vous dire « Ah, en fait, il y a un outil open source qui fait le truc, j'ai besoin, je vais le déployer. » Bon, il faut toujours réfléchir. L'outil, comment vous allez choisir que c'est le bon et comment vous allez faire la maintenance de l'outil, c'est-à-dire ce qu'on appelle le maintien en conditions opérationnelles, vérifier que tout marche toujours bien tout le temps, et le maintien en conditions de sécurité, c'est-à-dire appliquer les patchs qu'il faut, etc. Vous pouvez opter vers ce qu'on appelle un software as a service, par exemple, qui va vous permettre du coup d'avoir tout hébergé en ligne et vous payez juste un abonnement mensuel. Mais réfléchissez à la localisation des données, où est-ce qu'elles sont traitées, et aussi à la portabilité. Qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête? Est-ce que je peux exporter mes données, etc. Et un petit flag sauvegarde. Là aussi, il faut pouvoir, à tout moment, pouvoir restaurer vos données dans un état qui est utilisable. Par exemple, Burger Corp, ils utilisent un logiciel SaaS pour les commandes et ils ont déployé un WordPress pour leur site de présentation. Au niveau du développement, alors vous êtes beaucoup de startups qui viennent au Meetup sont dans le numérique, donc il va y avoir des aspects qui vont être développés par la startup elle-même. Il faut quand même se pencher sur les bonnes pratiques de développement, par exemple ce qu'on appelle l'OWASP Top 10, qui est en fait la liste des 10 vulnérabilités qui sont le plus couramment rencontrées dans le code source. Donc ça, c'est le genre de choses où les développeurs doivent se tenir au courant. Il faut faire de la veille et de la formation en interne.
puis mettre en place des choses de base, comme par exemple le scan des vulnérabilités, c'est-à-dire savoir est-ce qu'il y a des choses que j'utilise dans mon code, des bibliothèques, qui seraient vulnérables, et est-ce qu'il faut que je les mette à jour. Bien sûr, il faut faire du contrôle de code source, c'est-à-dire il faut savoir quel code je mets en production et quelle est la version en cours, et pouvoir revenir en arrière si jamais il y a un souci. Bien sûr aussi, il faut sauvegarder le code source, et pas juste un fichier zip dans un coin, mais vraiment avoir un système qui permet de versionner, dater, etc. Burger Corp, par exemple, eh bien, il faut savoir qu'ils ont développé un plugin WordPress eux-mêmes, mais ils ont pris en compte ces recommandations et ils font le scan de vulnérabilité, etc. Voilà, un des exemples. La collecte de données. Eh bien, la collecte de données, moi, ce que je vous conseille, c'est de collecter le moins possible de données. De toute façon, le RGPD un petit peu vous l'impose. Il n'est pas question de collecter les données juste parce qu'un jour, vous pourriez en avoir besoin. Ça, c'est pas possible. Ensuite, il faut vraiment adopter le principe de secure by design. En gros, ce n'est pas au moment où votre appli passe en production qu'il faut réfléchir comment vous allez sécuriser. C'est-à-dire que chaque donnée que vous allez stocker, il faut réfléchir quelle est la criticité, la sensibilité de cette donnée-là, et en fonction de ça, mettre en place des mesures de chiffrement, regarder quels sont les modes de stockage que vous utilisez, etc., comment la donnée est traitée. Il ne faut pas oublier non plus que le RGPD donne des droits qui sont par exemple le droit à l'oubli, donc quelqu'un peut demander à être supprimé de votre système, et il faut aussi mettre en place des règles de conservation. Il n'est pas question de conserver 10 ans les données dans votre système, etc. Et bien sûr, les sauvegarder. Par exemple, Burger Corp, eux, ils suppriment les comptes clients qui sont inactifs au bout d'un an. C'est radical. Les sauvegardes, et en fait, il y a une règle qu'on appelle la règle du 3-2-1. En gros, on vous conseille toujours d'avoir 3 instances de vos données différentes, donc par exemple les données de production et 2 autres copies, sur 2 supports différents, donc 2 disques différents, etc. Mais après, c'est à vous de voir, et avoir au moins une copie hors site. Une sauvegarde qui n'a pas été testée n'existe pas. Il ne faut pas considérer qu'elle est valide. Donc, il faut absolument tester la restauration. Et les sauvegardes étant des données comme les autres, il faut aussi faire du contrôle d'accès. En gros, vous assurez que les données que vous sauvegardez, elles ne sont pas accessibles par des personnes qui ne devraient pas avoir accès à ces données. Par exemple, Burger Corp, eux, le gérant repart tous les soirs avec une archive des données. Les mots de passe, s'il vous plaît. Les mots de passe, pas de post-it, etc. Pas de mots de passe qui sont le nom de votre chien. Utilisez un gestionnaire de mots de passe, générez les mots de passe. Et pour les choses qui sont vraiment sensibles, utilisez ce qu'on appelle double facteur, c'est-à-dire utiliser à la fois un mot de passe et une clé matérielle ou au moins votre téléphone portable. Par exemple, Burger Corp, chaque employé qui accède à la caisse en fait, peut ouvrir qu'avec un badge qui est personnel. Pour l'hébergement, il faut héberger en France ou en Europe, parce qu'après, sinon, ça devient compliqué avec les histoires de transfert de données. Lisez toujours les petits caractères du contrat. Quand vous achetez de l'hébergement, qu'est-ce que vous achetez exactement? Est-ce que c'est de l'hébergement et puis c'est tout, ou bien d'autres choses, et quels sont les services qui viennent, et sous quelles conditions ça peut être mis, et en fait, qu'est-ce qu'on vous garantit exactement? Burger Corp, par exemple, eux, ils sont hébergés chez Scalingo, donc voilà, ils sont contents. Les services tiers et la sous-traitance. Et bien là, en fait, vous allez transférer des données à des services tiers, à des sous-traitants. À ce moment-là, il faut faire attention à la politique de protection des données, ce qu'on appelle aussi privacy policy. Où est effectué le traitement? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est en France? Qu'est-ce qui est fait exactement sur les données? Il faut confier le moins de données possible, c'est-à-dire en gros, si c'est possible, anonymiser, etc., éliminer les champs qui ne seraient pas nécessaires. Et puis surtout, avoir un contrat qui est défini. Et c'est surtout si vous transférez des données à des personnes qui vont vous faire une sous-traitance. Par exemple, Burger Corp utilise un secrétariat mutualisé. Et en fait, ils ont bien défini les règles de traitement des données dans le contrat. Les mises à jour, il faut mettre à jour régulièrement, suivre les mises à jour au niveau des logiciels, du matériel, de vos serveurs, appliquer les patchs de sécurité et les applications que vous utilisez. Si jamais il faut déployer des patchs, il faut faire le suivi. Burger Corp, par exemple, ils ont choisi d'utiliser des produits Apple et ils activent les mises à jour automatiques. Voilà, un petit mot sur Scalingo. Moi, je travaille en fait en ce moment sur la mise en conformité à la norme ISO 27001. Donc, c'est en fait une norme de qualité sur le management de la sécurité de l'information. Et je travaille en même temps sur l'obtention du visa HDS en fait pour faire de l'hébergement de données de santé. Donc, c'est quelque chose qui sera bientôt disponible chez Scalingo. Alors, en conclusion, la sécurité de l'information
il faut y penser dès le début. Alors, même si ça peut sembler beaucoup, c'est quelque chose, c'est avant tout un état d'esprit. Il faut y penser chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on met en place un process, qu'on développe une nouvelle fonctionnalité, il faut penser à la sécurité de l'information. Il faut faire des petits pas. C'est sûr que si vous commencez juste, il ne faut pas commencer à s'imposer de trop grosses choses. Il faut surtout diffuser la perception du risque dans votre organisation et faire conscience aux gens de la valeur de l'information. Ce qui est important, ce n'est pas tant l'application que vous déployez que la valeur ajoutée que vous donnez aux données et la valeur des données que vos clients vous confient. Merci beaucoup Yannick, c'était très sympa. Donc, il n'y a pas de questions, donc si vous en avez, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une toute petite, le temps que Romaric se prépare. C'est du coup, s'il fallait, genre quand on est tout petit comme nous, tu vois, les 3 premiers trucs à faire, c'est quoi? Alors, les 3 premiers trucs, je pense avant tout des choses qui sont assez simples, c'est tout ce qui est gestion des mots de passe, tu vois. De se dire, Ok. ça c'est super compliqué, les gens ils se partagent des trucs, ils s'envoient les choses par mail. Donc ça, mettre en place des gestionnaires de mots de passe, il en existe plusieurs, OnePassword, LastPass, etc. C'est assez facile à mettre en œuvre et ça ne coûte pas très cher. Je pense qu'il faut aussi réfléchir à quelles sont les données qu'on collecte, à qui on les sous-traite. Ça, c'est une petite réunion dans l'équipe et de se dire qu'est-ce qu'on fait. En fait, ça permet de se poser la question, tu vois, dans l'équipe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on traite comme données et est-ce qu'on n'en traite pas trop et est-ce qu'on a bien fait attention à qui on les confie, etc. Ça, c'est vraiment important, voilà, parce que quand tu vois des choses, genre le RGPD, etc., ça peut vite devenir, tu dis, wow, c'est vraiment l'orgie documentaire et tout ça, mais en fait, ça consiste surtout à donner le pouvoir nouveau aux citoyens et que les gens puissent se poser la question réellement de qu'est-ce que je fais des données, à qui je les confie, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et le Ok. troisième, Et ben, la sauvegarde. Je dirais le ok. troisième, c'est la sauvegarde. La sauvegarde, elle vient très très bien comme troisième conseil, étant donné qu'on va parler des risques spécifiques au data center avec Romaric, à qui du coup je laisse la parole. Eh bien, on y va. Donc moi, je travaille à l'Université de Strasbourg où en ce moment, je suis responsable du réseau, donc de faire circuler toutes les données. Et ayant participé au projet de data center de l'université, je suis également en charge du développement, c'est-à-dire sensibiliser autour des choses merveilleuses qu'on peut faire avec le data center de l'Université de Strasbourg. Voilà. Mais ce soir, j'ai rien à vous vendre. Je voudrais juste, en fait, en tant qu'universitaire, vous sensibiliser à finalement quels sont les risques qui sont associés au data center et que j'ai appelé en fait la face cachée du cloud, puisque, comme vous le savez, quand on vous raconte que le cloud c'est immatériel, on vous raconte des bobards. Donc là, on va essayer de, en quelque sorte, débobardiser, un nouveau mot que j'invente, tout ça. Voilà, j'essaie de passer à la slide suivante, merci. Voilà. Donc, alors, un data center, premier élément, c'est que eh bien, il y a vraiment différentes choses dans l'acception du mot. Et celle à laquelle on va s'attacher, c'est vraiment le côté très, très technique, très, très immobilier d'un data center. Donc, pour moi, tel que je vais l'aborder ce soir, c'est l'infrastructure immobilière technique, donc le bâtiment, la quincaillerie, qui permet d'installer un grand nombre, donc un grand nombre, ça peut être plusieurs centaines, plusieurs milliers, de serveurs informatiques, les serveurs ayant pour principale caractéristique d'être denses, c'est-à-dire que c'est à la fois très lourd et très gourmand en énergie, dans un faible volume, et aussi, et c'est là où on fait le lien avec les fonctions réseau, et connecté en permanence. Pour vous montrer un peu cette densité, je vous ai mis 2 éléments. Donc, premier élément, en fait, en termes de surface, les data centers, c'est jusqu'à plusieurs milliers de mètres carrés, donc ce qui fait en gros plusieurs centaines de logements. Par contre, la consommation électrique, c'est jusqu'à quelques mégawatts. Et donc ça fait plusieurs milliers de logements. Donc vous voyez bien ici que par rapport à un logement, finalement, la densité électrique, c'est x10. Donc, x10, en fait, c'est pas rien, c'est l'ordre de grandeur au-dessus, il faut le faire. Enfin, il faut réussir à installer autant de puissance dans aussi peu de surface finalement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une infrastructure immobilière technique spécialisée. Et en fait, c'est pour ça que j'ai mis une image des Shadocks, c'est que finalement,
une grande partie de la puissance qu'on va avoir besoin d'amener dans le data center, eh bien, on va la retrouver dissipée sous forme de chaleur. Et cette chaleur, le seul truc qu'on doit faire avec, c'est l'évacuer. Alors, intelligemment si possible, mais en tout cas, on doit l'évacuer. Donc, ça veut dire que je fais beaucoup de travail, beaucoup d'ingénierie pour amener beaucoup d'énergie, qui me sert à faire de l'informatique, mais aussi à chauffer. L'électronique est comme ça. Et je suis obligé de refroidir tout ça. Alors, j'ai regardé les chiffres hier. Vous avez hier, de fait, 4778 data centers commerciaux dans le monde et 157 en France. Je vous ai mis la source ici, donc les chiffres ont peut-être cru un peu depuis hier. Alors, en fait, on peut se dire, ouais, vu comme ça, c'est pas super sexy un data center, mais pourquoi j'en ai quand même besoin? En fait, finalement, comme on a de plus en plus de terminaux, comme ce téléphone-là que vous ne voyez pas parce qu'il y a Zoom qui cache derrière, donc comme on a de plus en plus de terminaux, de plus en plus d'applications qui sont connectées, eh bien, ça veut dire de plus en plus de serveurs, et les serveurs étant denses, DENSES, j'ai besoin d'environnements techniques spécifiques, spécialisés. Par ailleurs, les serveurs et le réseau sont indissociables. Ça veut dire que là où je dois mettre des serveurs, je dois aussi mettre du réseau. Sinon, c'est un peu triste. C'est un serveur qui parle tout seul dans son coin. Il ne va pas se passer grand-chose. Donc, ça veut dire que dans un data center, non seulement on met des serveurs, mais on met aussi beaucoup de réseaux. Donc, ça va être un point d'interconnexion de réseau avec un X que je mettrai pour corriger ce slide. Donc ça, c'est le côté fonctionnel, mais en plus, outre l'aspect, je dirais, besoin technique, c'est quand même aussi dans ces infrastructures-là, parce qu'elles sont spécialisées, qu'on va atteindre les niveaux de disponibilité et de résilience qui sont élevés, qui correspondent aux besoins d'aujourd'hui. Donc disponibilité, c'est mon service est toujours là. Résilience, c'est même quand il y a des pannes, mon service continue à être là, on va dire, le plus longtemps possible, au fur et à mesure des pannes qui peuvent se présenter. Et aujourd'hui, en fait, on ne sait pas atteindre disponibilité et résilience sans avoir finalement des data centers. Peut-être que les archis informatiques de l'avenir seront beaucoup plus distribués que les archis centralisés des data centers, à voir. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait. Alors, la disponibilité des data centers, comme vous le savez, en particulier pour les data centers commerciaux, elle peut être certifiée si vous payez par l'Uptime Institute selon 4 niveaux croissants. Il faut savoir que pour atteindre ces niveaux-là, eh bien, et ça c'est aussi défini par l'Uptime Institute, il y a des exigences techniques sur la manière qu'on a de construire finalement son data center. Alors, je ne vais pas vous détailler ces exigences techniques, sinon on va rentrer dans un cours d'immobilier, ce n'est pas du tout intéressant. Et vous voyez qu'à chaque niveau de disponibilité, que je vous ai indiqué ici, entre tiers 1 le moins disponible et tiers 4 le plus disponible, vous avez un nombre d'heures de panne non prévues par an. Donc, tiers 1, c'est 99,67%. Ça vous fait un peu plus d'une journée de panne statistiquement non prévue par an. Ça peut être moins, bien sûr. Et tiers 4, c'est 0,4 heures de panne par an. La différence de coût pour passer d'un tiers 1 à un tiers 4, elle est très importante puisque un data center tiers 4, par construction, doit pouvoir continuer à fonctionner même en cas de panne. Voilà. C'est le seul, en fait, des 4 niveaux de tiers qui vous garantissent ce niveau-là. Donc, évidemment, les data centers tiers 4 sont relativement rares, vont correspondre, par exemple, aux data centers de banque, dont on est ravi que les flux financiers puissent continuer à fonctionner 24 heures sur 24. Voilà. Alors, donc, comment est-ce qu'on arrive à ces niveaux-là? Il faut effectivement sécuriser la production d'électricité. Donc, par exemple, utiliser des onduleurs, certes, donc, qui vont se substituer au courant du secteur quand celui-ci est absent. Pour faire bien les choses, on déploie des onduleurs redondants parce que la redondance permet d'atteindre la résilience, c'est-à-dire que en cas de panne d'un onduleur, j'ai son copain d'à côté qui va prendre le relais. Donc, un onduleur, c'est bien, un onduleur redondant, c'est mieux. Okay. Idem pour les groupes électrogènes qui servent cette fois-ci à créer du courant à base d'essence, à base de fuel, quand il n'y a pas de courant du secteur, qui peuvent également être redondants pour assurer effectivement un certain niveau de résilience. Okay. Et donc ça, c'est pour produire de l'énergie. Je vous ai dit avant qu'il fallait également dissiper la chaleur. La chaleur, on la dissipe avec une production de froid qui est elle-même sécurisée. Donc avec des compresseurs dédiés au data center qui sont évidemment redondants et des unités pour distribuer le froid au plus proche des serveurs.
Alors ça, c'est bien beau, mais il faut aussi superviser le tout. Parce que si on produit une belle électricité tout le temps présente, du beau froid tout le temps présent, sans superviser, ben, en fait, on n'est pas au courant de ce qui se passe dans le data center et de fait, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, voici à quoi ça ressemble les coulisses d'un data center. Donc, vous avez, vous voyez un groupe électrogène, des magnifiques pompes pour faire circuler de l'eau, des tuyaux pour faire circuler de l'eau, etc. Des bouteilles ou d'autres systèmes pour éteindre l'incendie et des batteries pour les onduleurs. Donc, tout ça, pour faire fonctionner l'IT, ce n'est pas du tout l'informatique, mais c'est absolument indispensable. Alors, ces photos sont extraites du data center de l'Université de Strasbourg. OK. Les zones informatiques, cette fois-ci, donc là, c'est déjà un peu plus joli, ça ressemble déjà peut-être plus à ce que vous avez déjà vu. Donc, il y a des armoires qui permettent de stocker les serveurs. On amène à ces serveurs du réseau et de l'électricité. Donc, le réseau, c'est la fibre optique, c'est dans les tuyaux jaunes que vous voyez en haut à droite. L'électricité, c'est ce que vous voyez descendre des gros blocs gris qui sont en haut à droite, en haut à gauche de l'image. On va sécuriser, on va optimiser en fait la production de froid en créant des allées chaudes, allées froides. On peut sécuriser l'accès physique aux armoires et, comme je l'ai dit, il faut superviser. Donc vous avez ici une petite copie d'écran de la supervision du data center à l'université. Ce n'est pas du temps réel. Voilà. On parlait avant de redondance. Superviser, c'est bien. Superviser 2 fois, évidemment, c'est mieux. Et comment on fait ça, en fait en tout cas, ce qu'on a fait à l'université, c'est qu'on avait d'une part une supervision du côté du bâtiment, ce que j'ai appelé, là c'est en haut à gauche de votre écran, ce que j'ai appelé la supervision immobilière, voilà. Mais on l'a doublé par une supervision qui, cette fois-ci, a été mise en place par des informaticiens, que j'appelle supervision numérique, qui, en fait, du côté client de la production d'électricité et de froid du data center, va finalement récupérer les informations et on peut comparer l'une et l'autre. Et en fait, l'une ou l'autre, et c'est important d'avoir en fait, c'est l'une et l'autre, même pour être précis, de ces supervisions peuvent déclencher le mainteneur. Puisque le mainteneur, c'est la société qui est en charge de garantir que le data center fonctionne. Il doit pouvoir être prévenu, même la nuit, quand tout le monde dort. Okay. Donc dans ce cas-là, il faut qu'il soit prévenu automatiquement. Il est préférable qu'il y ait 2 canaux, parce qu'un des 2 canaux de supervision peut dysfonctionner. Voilà. Donc on préfère qu'il y ait deux moyens de le prévenir. Et un de ces 2 moyens de le prévenir va même utiliser le réseau et les SMS pour avertir. Donc ça fait à nouveau 2 canaux, voire 3 finalement pour prévenir. Par contre, donc ça, c'est ce que fait un data center. Donc en fait, un data center, ça vous fournit finalement un lieu d'hébergement pas trop mal sécurisé et plutôt à l'état de l'art. Quand vous êtes utilisateur du cloud, alors soit en fait vous stockez vos propres serveurs physiques dans un data center, ça c'est le cas si vous êtes fournisseur de services cloud, mais sinon vous allez en fait indirectement utiliser le data center via les serveurs virtuels. Donc chaque fois quand on vous vend du cloud, en fait on vous vend des serveurs virtuels qui sont dans un data center. Par contre, si on se place du côté de l'opérateur du data center, donc de l'entité qui est responsable du bâtiment et la supervision que je vous ai mentionné avant, eh bien, l'opérateur, lui, des data centers, il n'a aucune idée de ce qui est hébergé chez lui, c'est-à-dire la criticité de l'application, il n'en sait rien. Il ne sait pas s'il y a du business derrière. Alors, il peut s'en douter par rapport au contrat, mais il ne sait pas s'il y a du business derrière. Il n'a aucune idée, finalement, de la valeur des données. Le moyen qu'on a, finalement, pour proposer des solutions de continuité ou de reprise d'activité, c'est, aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur moyen que de proposer un second site d'hébergement. Parce que même si un site est très très bien fait, et même si un site est réputé ne pas tomber en panne, il se peut toujours qu'un enchaînement de circonstances fasse que ce site tombe en panne quand même. Donc pour éviter le quand même, on va diminuer les risques en proposant l'hébergement ou en vous encourageant à prendre l'hébergement dans un second site au sens physique. C'est-à-dire que 2 machines virtuelles sur le même site, ça ne sert à rien. Ça a pu arriver à certains clients de VH, selon le choix des clients. Il vaut mieux avoir 2 machines virtuelles, s'interroger sur le lieu d'hébergement et choisir 2 lieux d'hébergement suffisamment distants physiquement l'un de l'autre. Ensuite, comme un data center, c'est une install
compliqué, il peut se passer tout un tas de trucs. Il peut se passer soit une panne de courant, soit un arrêt impromptu parce que quelqu'un a appuyé sur le bouton arrêt d'urgence. Voilà, ça peut arriver. Dans ce cas-là, le froid peut s'arrêter, donc les serveurs vont avoir un peu trop chaud et ils vont se mettre en sécurité, ils vont s'arrêter. Donc ça, c'est s'il fait trop chaud. Il se peut simplement que les serveurs eux-mêmes soient peu alimentés, donc ils vont s'arrêter. Il se peut aussi que finalement le fournisseur d'énergie tombe en panne et que, pas de bol, eh bien, le dispositif de courant secouru tombe aussi en panne juste après. Donc là, ça veut dire que les ceintures et les bretelles ont lâché, donc on est un peu embêté. Il se peut aussi que la production de froid s'arrête, mais les serveurs continuent à fonctionner. Donc là, dans ce cas-là, ils vont avoir chaud. Il peut aussi arriver qu'il y ait une intrusion physique. C'est-à-dire que quelqu'un soit au courant de la localisation du data center, vienne avec un pied de biche ou avec un autre dispositif qui peut casser une porte et procède à du vandalisme, c'est-à-dire casse les serveurs ou coupe le réseau, ce qui est encore d'ailleurs plus simple à faire. Dans ce cas-là, ça veut dire que le service va s'interrompre. Et il peut aussi y avoir une erreur humaine, et au vu de la concentration des serveurs dans un data center, finalement, cette erreur humaine va avoir un impact relativement important. L'incendie, évidemment, ça c'était l'image présentée en début de meet-up concernant OVH. Et en fait, l'incendie, il va être embêtant parce que, d'une part, comme on a beaucoup d'équipements informatiques et donc beaucoup d'énergie dans le bâtiment, ça peut finalement alimenter considérablement l'incendie. Et donc, même si, pour pallier au délai de réactivité des services de secours, on peut imaginer mettre en œuvre une extinction automatique de certains serveurs. Ce qui peut aussi arriver, c'est qu'aujourd'hui, pour refroidir des serveurs, en fait, on va utiliser des clims qui vont refroidir de l'eau. Il peut y avoir une fuite d'eau qui va dégrader les équipements informatiques et qui va, en plus, provoquer un arrêt ou une moindre efficacité du refroidissement. Voilà. Et ensuite, si jamais on n'a rien de tout ça, quand le data center est en fonctionnement normal, ou même carrément optimal, il se peut qu'il y ait des pannes ou des intrusions informatiques. Donc là, des soucis réseau, ou alors les services cloud qui se retrouvent finalement piratés, qui fonctionnent beaucoup moins bien. Donc même quand ça marche, il peut y avoir des soucis. J'aime bien ce genre de conclusion hyper rassurante. Alors, quand on est opérateur de data center, comment on s'en prémunit? La moindre des choses, c'est d'avoir des contrats d'entretien à jour. Voilà. Donc, s'assurer que le mainteneur vienne quand il est... qu'on paye le mainteneur pour venir quand il y a un souci. Il faut évidemment tester les dispositifs de redondance et de secours, c'est-à-dire qu'avoir un onduleur, c'est bien. Avoir un onduleur qui marche sur des batteries à jour, sur des batteries en pleine forme, c'est encore mieux. Il faut aussi tester les procédures d'accès, c'est-à-dire que en fait, un data center, c'est un bâtiment relativement sensible. Il faut évidemment que ne puissent y accéder que des personnes assermentées et il faut tester que seules ces personnes-là puissent effectivement y accéder. Tout ça, finalement, ce n'est pas suffisant et il reste indispensable que les clients s'appuient sur un second data center pour diminuer l'impact d'une panne du premier data center. Alors, il n'y aura pas forcément autant d'actifs informatiques, autant de données dans le second data center que dans le premier. On peut très bien définir une liste d'applications critiques. Voilà. Par contre, il faut nécessairement sauvegarder ces données, ça a été dit avant, et surtout tester aussi la restauration. Sauvegarder, c'est bien, restaurer, c'est mieux. Et donc, tout ça, ça implique en termes d'organisation de construire un plan de reprise, c'est-à-dire j'ai un sinistre, je sais à peu près le délai qu'il me faut pour après un arrêt, reprendre l'activité, ou un plan de continuité d'activité qui me dit, là, cette fois-ci, même s'il y a un sinistre, je sais que je peux continuer tranquillement à fonctionner. Et ça, effectivement, c'est à la charge du client, avec éventuellement le conseil du data center, mais c'est à la charge du client de s'organiser pour ça. Donc, en conclusion, même si vous hébergez vos données dans le data center le plus sécurisé du monde, voilà, si c'est un seul data center, ça peut, dans une cascade de malchance, finalement, constituer un point unique de panne, donc un SPOF in English. Okay. Donc, on vous encourage à vous appuyer sur plusieurs lieux de stockage de données et également des lieux d'exécution de vos applications. Et tant qu'à faire, vous pouvez également, pour vous prémunir par exemple de soucis réseau, bénéficier des services de plusieurs opérateurs différents. Donc, évidemment, tous français, mais néanmoins différents. Voilà, j'en ai fini pour ce panorama tout à fait réjouissant des data centers, mais honnête.
Eh ben, merci beaucoup, Romaric. C'était très complet. J'ai appris plein de choses. Du coup, je laisse Kevin se préparer. Et je sais, on n'a pas de questions dans le chat, mais évidemment, moi, j'ai une question. Du coup, comment est-ce que, enfin, pour le problème qui s'est passé chez OVH, parce que ça a quand même fait beaucoup de bruit, comment est-ce qu'un utilisateur standard aurait pu prévoir de manière très concrète, se prémunir en fait d'une perte de données chez OVH? Pour moi, l'utilisateur standard, mais qui maintenant sera averti après ce meet-up, peut effectivement ou doit choisir, même si c'est par exemple chez OVH, doit choisir 2 lieux d'hébergement différents pour ses machines virtuelles. Ok, et donc on peut le faire, enfin je sais pas, tu travailles pas chez OVH, mais Mais oui, j'imagine que c'est faisable. on peut le faire chez OVH et en fait, tout le monde ne l'a pas fait. Et il y a même voilà, certains acteurs français qui se sont fait avoir là-dessus, qui n'ont pas finalement choisi de lieu d'hébergement. Mais Ok. alors, c'est vraiment disons, l'idée, c'est pas parce qu'on met ces données dans le cloud que c'est loin des yeux, loin du cœur, au contraire. Voilà. Et par ailleurs, nous à l'université, en fait, on se rend compte que les clients qui viennent héberger des données des serveurs chez nous, finalement, du fait de se rendre compte qu'ils vont se séparer des serveurs, en tout cas, dire que les serveurs ne seront plus sous le bureau ou alors au bout du couloir, se pose la question de la redondance de l'hébergement. Et ça me paraît être une démarche tout à fait saine et qui permet finalement de progresser et de s'assurer de la continuité de service, donc de la résilience aussi, et de la disponibilité des services numériques, dont évidemment tout le monde sait ici qu'ils sont fondamentaux aujourd'hui. Clairement. Eh ben, écoute, merci beaucoup, super, c'était très sympa. Et du coup, on laisse la parole à Kevin, donc de chez Atolia, qui lui va nous parler de cas très concrets de la gestion de la sécurité. Et Super, bien, c'est à toi. super, merci. Bon, ça va être dur de passer juste après la Burger Corp, mais on va essayer de faire avec. Pour ma part, moi, je m'appelle Kevin Abantès, je suis CTO chez Atolia. Du coup, je vais m'occuper un peu de toute la partie technique chez Atolia. Atolia, pour remettre un peu dans le contexte, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme collaborative qui facilite le travail en équipe et centralise les données des différents collaborateurs. Pour faire gros, les équipes vont pouvoir créer des groupes de travail par thématique, projet, client, dans lequel ils communiquent par écrit ou visioconférence. Et puis les différents collaborateurs vont également pouvoir coéditer des documents simultanés et avancer ensemble plus rapidement grâce notamment à la gestion de projet ou les agendas partagés. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir tout unifié au sein d'une même plateforme, sécurisé le plus possible, on verra ça après, et agile pour gagner en productivité. Donc, chez Atelier, on est une équipe de 11 personnes, dont 5 devs. Et aujourd'hui, on cible principalement des entreprises de toute taille, de tout type. Va y avoir des startups, mais également des grandes entreprises, quel que soit le domaine. Hein. On peut avoir du bancaire, de l'industrie 4.0, du légal avec des cabinets d'avocats, etc. Et l'idée, c'est en fait justement qu'on commence à avoir beaucoup d'informations de nos utilisateurs sur la plateforme l'idée, c'est vraiment de sécuriser l'ensemble de ces informations-là sur notre plateforme. Donc, pour faire un tour assez rapide de ce qu'on présente chez Atolia, je veux déjà passer sur le risque humain. Il y a beaucoup de risques techniques. Hein. Je sais qu'on est sur un meet-up un peu tech, mais on va d'abord revenir sur ce risque humain qui est et restera un peu permanent. Le facteur humain, il est là. On a beau avoir une application qui est complètement sécure dans tous les sens, même si ça, c'est un peu idyllique de se dire que son application est 100% sécure. Mais si demain, alors je donne un exemple un peu bateau, hein, le premier collaborateur trouve une clé USB sur le parking des bureaux et vient et la branche sur un des postes de travail chez Atolia, ça risque de ne pas le faire. Donc, nous, chez Atolia, qu'est-ce qu'on fait au niveau du risque humain pour minimiser en tout cas ce risque? La première étape essentielle à notre sens, c'est pour le réduire, c'est de sensibiliser les collaborateurs. Comme dit, la gestion du risque et de la sécurité de l'information, ce n'est pas seulement l'équipe tech, ce n'est pas seulement le CTO, hein, c'est l'ensemble de l'équipe. Donc, pour exemple, chez Atolia, ce qu'on va faire, c'est que dès le premier jour, dès les premières heures même, on évoque la sensibilité des données qu'on peut traiter et héberger, les différents services qu'on utilise, à quoi ils servent, et les différentes mesures mises en place pour protéger les informations de nos utilisateurs. On va donc faire une grosse passe sur une politique de sécurité qui est disponible en ligne. C'est exactement la même
politiques de sécurité qu'on présente à nos clients, hein. C'est des règles qu'on essaye de mettre en place au fur et à mesure dans l'entreprise. Et il n'y a vraiment pas de traitement de faveur. Tout le monde passe par là, qu'il soit développeur, commercial, RH ou autre. Donc, sur cette politique de sécurité, on va définir des règles qui sont assez simples. Je vais vous faire une petite liste un peu exhaustive des règles et vous allez voir qu'on ressemble fortement à la Burger Cup, mais du coup, c'est un peu une bonne nouvelle. La première règle, c'est l'obligation. C'est même pas une règle, enfin, c'est clairement une obligation, c'est d'utiliser un gestionnaire de mot de passe. Et comme disait Yannick tout à l'heure, il en existe plusieurs. Il y a Keeper, KeePass, LastPass, OnePassword, Dashlane et j'en passe. Nous, chez Atolier, on utilise Keeper. Pourquoi? Parce que c'est le gestionnaire de mot de passe qui nous semblait le plus adapté dans la vie d'une entreprise, là où tous les autres sont plus, à première vue en tout cas, des gestionnaires de mot de passe plus personnels ou familiales. Donc, le gestionnaire de mot de passe, comme dit, va vous permettre plusieurs choses, hein, de ne pas réutiliser le même mot de passe sur tous les services, de ne pas écrire ces mots de passe en clair dans un fichier texte. C'est bête à dire, mais il y a encore 3 ou 4 ans, chez Atolia, on avait des collaborateurs qui écrivaient en fait sur le bureau, il y avait le fichier texte de ces mots de passe des services qu'on utilisait chez Atolia. Donc, l'idée, c'est vraiment de laisser le gestionnaire de mot de passe générer ce mot de passe. Et en fait, pour tous les services qu'on utilise chez Atolia, moi-même, par exemple, pour la dizaine de services qu'on utilise, je ne connais aucun mot de passe de mes applications. Et c'est pareil pour l'ensemble des collaborateurs sur la plateforme, dans l'entreprise. Toujours dans le même registre de l'authentification, hein, à vos services externes, n'hésitez pas à mettre en place l'authentification forte. Nous, c'est ce qu'on fait également chez Atolia. Dès que le service qu'on utilise propose cette étape de deuxième facteur, on va ajouter une étape secondaire en fait, au processus de connexion. Ça passe généralement, on connaît ça sous forme de SMS. Dès que vous vous connectez avec l'adresse email mot de passe sur votre service, on vous envoie un SMS avec un code qui est invalide au bout d'un certain temps. Et c'est pareil pour des applis mobiles qui existent comme Google Authenticator ou aussi. Là, pour le coup, là-dessus, on n'est pas regardant. On laisse le choix aux collaborateurs de choisir quel système d'authentification forte il veut mettre en place. Mais dès que le service propose, on conseille fortement à l'ensemble de l'équipe de mettre cela en place. Ensuite, on va définir toujours comme règle simple d'éviter le partage de comptes et de partir le plus souvent en fait, sur des comptes nominatifs. Pourquoi? Tout simplement pour avoir une gestion assez granulaire et une traçabilité de ce qui est fait sur une plateforme donnée, sur un service donné. Ça va permettre par exemple que les actions soient limitées en cas de corruption de compte ou même de savoir en fait qui a fait quoi sur la plateforme. L'idée, par exemple, là, sur notre capture d'écran qu'on voit ici, c'est notre sous-traitant Stripe qui, lui, va gérer tout ce qui est paiement chez nous, chez Atolia. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, on a plusieurs comptes. Par exemple, on a Stéphane qui est notre commercial. Il a un compte de rôle de type analyste et il ne va pas avoir les mêmes droits que Antoine qui est développeur ou même que moi-même qui suis administrateur sur Stripe. Stéphane va par exemple pouvoir ajouter des abonnements à nos clients, alors que Antoine, en tant que développeur, ne devrait pas avoir accès à ce genre de fonctionnalités et ce genre de processus. On peut également voir, du coup, comme dit dans la règle précédente, qu'on a activé le two-factor sur Stripe et que c'est activé pour l'ensemble des personnes qui ont accès à Stripe aujourd'hui chez nous en interne. Autre règle un peu bateau, mais parmi tant d'autres et qui peut paraître un peu bateau, hein, mais prenez soin d'activer le verrouillage automatique des postes de travail. Nous, c'est ce qu'on fait habituellement chez Atolia, même si la machine à café se trouve à 2 mètres de notre bureau, on a mis en place en fait une règle assez simple qui est la règle des petits pains. Alors, comme disait Yannick, la blague, elle est drôle. On reste dans le fun là-dessus, mais la blague, elle est drôle que quand ça ne nous arrive pas à nous. En fait, la règle de type 1, c'est quoi? C'est tout simplement si un des collaborateurs quitte son poste dans les bureaux et pour aller prendre un café, pour aller aux toilettes ou aller prendre une pause dehors,
Si son ordinateur n'est pas verrouillé, ben, un autre collaborateur va venir sur son poste de travail et envoyer un message dans le groupe général d'Atolia, là où on discute tous ensemble pour dire bah, hello mes chers collaborateurs, demain matin, j'emmène les petits pains pour tout le monde, c'est gratuit, c'est moi qui offre. Alors, je peux vous dire qu'au bout de deux petits pains emmenés, tous les collaborateurs chez Atolia, maintenant, ils savent exactement c'est quoi le raccourci pour verrouiller leur ordinateur, qu'il soit sur Windows, Mac ou Linux. Après, bien sûr, il existe des règles automatiques sur les différents systèmes d'exploitation pour justement verrouiller ces ordinateurs après un certain nombre d'inactivité, certain temps d'inactivité sur votre poste de travail. Donc, bien évidemment, l'ensemble des règles s'appliquent même également en télétravail, hein. Notamment durant un peu cette crise sanitaire où on n'est pas forcément tous en poste au bureau. On n'a pas forcément envie que la petite fille ou la petite sœur du commercial ou de la RH viennent en fait envoyer un message sur le support à un de nos clients et qu'en fait, ce soit elle la porte d'entrée à un risque majeur pour nous chez Atolia. Je vais maintenant passer un peu plus au risque tech au niveau de notre infrastructure. Alors, comme la Burger Cup, en fait, on va dire qu'on fait du développement web. En fait, on fait surtout du développement web chez Atolia, hein, et on déploie en fait notre application grâce à un PaaS, plateforme as a service, Calingo. L'idée, c'est qu'il est vraiment important de savoir ce qui est fait ou non par notre hébergeur, qui s'occupe typiquement qui s'occupe de la mise en réseau, qui s'occupe de la sécurité de ces réseaux, de la mise à jour des systèmes de l'OS et de manière générale en fait de chacune des briques dont se compose une infrastructure. Comme disait un peu Romaric tout à l'heure, en fonction de où vous hébergez votre application, c'est pas forcément les responsabilités ne sont pas les mêmes. Nous, on a choisi d'utiliser un PaaS, contrairement à de l'hébergement sur site ou un IaaS, comme il en existe beaucoup, hein, de AWS, OVH, Microsoft, Azure, GCP, etc. Nous, on va utiliser une plateforme as a service, Calingo, où là, en fait, on va... Alors, si on voulait m'assurer, on va en fait normalement devoir gérer uniquement tout ce qui concerne les applications, enfin le côté applicatif et nos données sur les serveurs et dans les bases de données. Le reste, en fait, on va leur laisser ça. On va considérer, en fait, on va faire un transfert, comme disait Yannick tout à l'heure, un transfert de risque et considérer qu'en fait, c'est eux qui gèrent toute cette partie-là et un peu se dédouaner sur cette partie risque-là. Alors, je reviens tout de même toujours sur ce que Romaric a dit en début de présentation au niveau des sauvegardes. Même si Scalingo effectue les sauvegardes de nos bases de données chez Outscale, nous, chez Atolia, on a quand même mis en place une réplication de ces sauvegardes de nos bases de données principales vers un autre hébergeur, notamment Scaleway. L'idée, comme dit, c'est de s'appuyer sur un second data center pour diminuer le risque en cas d'incident majeur que évidemment, je ne souhaite pas du tout à Scalingo ou à Outscale ou d'autres prestataires qu'on utilise. Donc pour cela, on a utilisé un service qui s'appelle simplebackups.io que je peux recommander, hein. Ça a vraiment été fait en moins de 10 minutes chrono. Après, il faut quand même se renseigner sur quel service vous utilisez. Mais en moins de 10 minutes chrono, on avait une redondance de nos sauvegardes de la base de données principale vers Scaleway, vers un S3. Après, bien évidemment, pour le coup, là, c'est à nous de gérer la sécurité de cette sauvegarde-là qui a accès et du coup de faire des tests. Justement, en parlant de tests, on ne va pas forcément tout sauvegarder chez Atolia. On ne refait pas une redondance entière de ce que fait Scalingo. On va pas réinventer la roue là-dessus. Ils le font déjà très bien. On va juste partir du principe que ce qu'on fait, c'est uniquement une réplication de la base de données principale, celle qui stocke en fait nos utilisateurs, les groupes, les messages, les tâches, les différents documents échangés. Pourquoi? C'est tout simplement dans le cas en fait où
si demain il y arrive une catastrophe, on puisse redémarrer en fait l'application en mode reprise dégradée. Donc là, on a fait différents tests avec du coup des différents concurrents en termes de plateforme de PaaS, de plateforme as a service par rapport à Scalingo. Et l'idée, c'est de se dire, si demain on a un gros crash, un gros incident majeur et que même nos backups chez Scalingo sont indisponibles, on va pouvoir quand même redémarrer la plateforme quelque part d'autre avec des services qui sont désactivés, typiquement la recherche dans les messages, la visioconférence, l'édition collaborative, tout ça, ça sera désactivé, mais au moins l'utilisateur va pouvoir quand même retrouver les différents messages qu'il avait envoyés avant avec une sauvegarde avec alors pas retard, mais un délai de 24 heures avant l'incident déclaré, quoi. Au niveau développement, le conseil que nous, on a mis en place chez Atolia, c'est d'automatiser le plus souvent possible avec l'intégration continue. Alors, déjà, ça va passer par différents processus. On a, par exemple, un linter. Alors, généralement, ça s'appelle plus des SAST, des Static Application Security Testing, qui vont en fait mettre en place différentes règles au moment où nous, on est en train de développer l'application chez Atola, où nos développeurs ajoutent du code dans la brique. L'idée, c'est que leur IDE ou même en fait dans notre process de déploiement continu, il y a quelque chose, en fait, un robot qui vienne et qui leur dise tel bout de code que tu viens d'écrire, en fait, il n'est pas forcément sécurisé. Là, il y a une des failles qui est une des failles les plus connues. Essaye de la corriger avant de mettre ce bout de code en production. Autre conseil, c'est de mettre à jour les dépendances, de faire attention en tout cas aux dépendances logicielles qu'on utilise. Alors, nous, on utilise Dependabot, c'est un robot qui va venir et ouvrir en fait un ticket automatiquement, enfin une pull request pour les développeurs, automatiquement pour dire, voilà, tu as une des dépendances tiers que tu utilises qui devient obsolète au niveau sécurité. Il faut que tu fasses une mise à jour pour que l'application soit plus au top au niveau sécurité et que tu minimises le risque là-dessus. Parce qu'on sait tous, dans le développement web, on installe des dépendances à droite et à gauche. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui est forcément grave non plus. On ne va pas réinventer la roue, comme je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de dépendances qui sont installées, notamment pour, dans plein de cas, le parsing des dates, le parsing, le traitement des dates, le traitement des chaînes de caractères, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, on a des dépendances, on fait quand même attention aux dépendances qu'on installe, et pas installer la première dépendance venue, et de mettre à jour ces dépendances de manière automatisée. Alors, comme dit, chez Atola, on n'est pas non plus on n'est pas des professionnels de la sécurité. L'idée, c'est vraiment de se tenir au courant et de faire en fait une faille technologique sur les différentes failles qui peuvent exister et intégrer en fait ce processus dans notre développement. On a par exemple pour ça, comme disait tout à l'heure Yannick, l'OWASP. L'OWASP, c'est l'Open Web Application Security Project, qui est une organisation en fait internationale qui se consacre à la sécurité des applications web. Un des projets les plus connus, c'est le WASP Top 10, qui est un rapport régulièrement mis à jour, on va dire, qui expose le top 10 des failles les plus critiques en matière de sécurité des applications web. Donc, ça va passer par des attaques d'injection SQL, de l'authentification frauduleuse ou de la mauvaise configuration de la sécurité. Ces règles-là, justement, sont décelées par nos robots avant de mettre le code en production. Mais l'idée, c'est quand même que les différents développeurs qui sont chez Atolia connaissent un peu toutes ces règles, qu'ils soient formés dessus. Donc, pour ça, nous, on n'hésite pas à faire beaucoup de veille technologique, de partager l'information en fait, entre les développeurs et même des fois entre les non-développeurs. Comme je disais tout à l'heure, c'est toute l'équipe qui est un peu embarquée là-dedans. On va mettre
mettre en place de la veille technologique. Là, par exemple, vous avez le channel Veille Tech Sécu avec du coup Stéphane, qui est en fait notre commercial, hein, qui ne fait pas forcément de la sécurité normalement, mais qui va venir. Et Stéphane, il est assez matinal. Lui, il aime bien le matin faire une petite veille et poster les différents articles. Et, ça va permettre en fait d'émulser un peu toute l'équipe là-dessus et de partager l'information concernant la sécurité de manière générale. Donc ensuite, pour finir, quelles sont les étapes d'après? Parce que du coup, la sécurité chez Atolia, ce n'est pas juste de la sécurité, même la gestion des risques de manière générale, c'est pas acté à un instant T. Hein. L'idéal, c'est vraiment de se fixer des échéances et d'itérer là-dessus, de continuer à construire. Nous, par exemple, la prochaine échéance qu'on a là, c'est avant la fin du premier semestre de 2021, donc c'est même bientôt, c'est dans 2 mois ou 3 mois, c'est de se fixer un audit de sécurité par un tiers. Alors, c'est un audit de sécurité de l'application web. Pour l'instant, on est en discussion avec Yogosha, Sogeti et Olyseum. Pour le coup, je ne pourrais pas encore vous faire des retours dessus, mais on pourra en discuter d'ici 3 mois normalement. Mais l'idée, c'est d'avoir un premier audit de sécurité de l'application par un tiers, pas forcément dans le but d'obtenir une certification, hein, mais vraiment qu'on puisse déceler les différentes failles qu'il existe sur l'application aujourd'hui en termes de développement ou même de risque de manière générale. On a également la partie RGPD dont parlait Yannick tout à l'heure dans le viseur. Parce que comme disait Yannick, la RGPD, dans un premier temps, ça peut paraître un peu lourd. Nous, on essaye de suivre les bonnes pratiques. Après, on aimerait se faire accompagner là-dessus pour justement minimiser le risque et confirmer qu'en fait, au niveau des pratiques qu'on est en train de faire, c'est les bonnes pratiques, quoi. Et enfin, on va mettre en place un PRA documenté, donc le plan de reprise d'activité. L'idée, c'est de se dire, un peu comme le bus test chez la Burger Cup, se dire qu'est-ce qui se passe en fait si demain telle personne est là alors que tel service est en train de tout simplement flancher, qui fait quoi, à quel moment, et tout ça en fait d'avoir un document qui soit tout simplement officiel et documenté écrit sur, pas forcément sur papier, hein, ça peut être un Excel. Alors justement, on va se faire accompagner là-dessus, mais pour gérer et minimiser le risque au minimum, quoi. Donc voilà pour ma part. Je pense avoir terminé. C'était passionnant. Moi, j'ai C'est trouvé ouais, ça super intéressant. Franchement, c'était très c'est comme dit. concret. Merci. Ouais, on essaie de passer après la Burger Cup qui fait tout bien, mais C'est très du cool. coup, J'ai même pas de questions du coup, parce que franchement, j'ai trouvé ça vraiment super sympa et très concret. Moi, je me sens de pouvoir le mettre en application, tu vois, de manière ça très marche. concrète. Donc, c'est Après, cool. c'est une liste, hein. Il y a plein d'autres choses. C'est difficile de tout tenir c'était quoi, 15-20 minutes. Je pense que j'ai même fait plus de 15 minutes. C'est difficile de tout tenir là-dessus quand on parle de risque et de sécurité dans une startup. Mais n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous voulez, ou même de nous contacter après par la suite pour pouvoir en discuter plus en détail. Moi, j'ai une question pour Romaric. Comment est-ce qu'on arrive à... Donc toi, en fait, tu as monté le projet de data center, c'est ça? Je fais partie de ceux qui ont contribué pas mal au projet à l'université. Ouais, ouais. Comment est-ce que tu es arrivé sur un projet comme ça? Qu'est-ce qui t'a motivé à monter là-dedans? C'est quoi ton parcours? En fait, avant ce projet-là, j'étais responsable du centre de calcul d'université, donc qui a la caractéristique d'avoir besoin de gros serveurs pour offrir de la puissance de calcul aux chercheurs, hein. On a vu par exemple les besoins qu'il pouvait y avoir durant la lutte contre la Covid, par exemple. Et en fait, tout bêtement, pour héberger ces serveurs, il a à un moment fallu construire une infra dédiée, donc un petit data center plus petit que celui de l'université, mais quand même pas trop mal. Et en fait, ça m'a vraiment passionné. Donc, le data center, on va dire, spécifique au centre de calcul était plutôt bien, enfin, marchait bien. Et donc, finalement, ça m'a permis de proposer ensuite mes compétences pour le projet de data center, on va dire, mainstream principal de l'université.
Voilà. Donc, je suis vraiment arrivé là par besoin, en fait, pour offrir le service. Voilà. Et en fait, l'anecdote, c'est que quand j'ai commencé à bosser, ça fait maintenant quelques années, un des premiers problèmes auxquels on m'a sensibilisé, c'était un problème de clean qui avait fui sur un serveur. Voilà. Et donc, ça avait un peu fait tilt. Je me suis dit que ces problèmes-là, un peu d'environnement autour des serveurs, étaient relativement intéressants. Voilà. Ok, alors moi j'ai une question pour Yannick ou Yann si jamais. Mais du coup, c'est vrai que chez Atolia, ils sont chez Scalingo, vous êtes Scalingo. Nous aussi, on est chez Scalingo du coup. Et c'est vrai que comme ça a l'air vachement sécurisé. Mais moi, en tant que non-tech, j'ai pas trop compris le graphique que tu as mis, Kevin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être hébergé chez Scalingo et qu'est-ce que ça change en fait pour quelqu'un qui prendrait un truc standard comme OVH? Tiens, Kevin, ouais, si tu peux remettre. Je vais remettre le graphique. Après, Yannick, si tu veux, je vais te laisser parce que c'est une partie. Alors, donne-moi 2 secondes. J'arrive à retrouver la présentation. Ok. Je peux te faire une petite analogie en attendant. Voilà. Attends, si tu veux que tu le temps qu'il retrouve, mais si tu veux. Et je retrouve. L'analogie qu'on fait souvent, c'est l'analogie de la pizza. En gros, c'est assez facile de faire une pizza. Il suffit de la pâte, il suffit d'avoir de la pâte, il suffit d'avoir les ingrédients, il suffit d'avoir un four. Le truc, c'est que si tu veux faire de la pizza à grande échelle, est-ce que tu vas, ta farine, en fait, tu vas la faire toi-même ou est-ce que tu vas l'acheter? Les tomates, tu vas les mixer toi-même, etc. Tu vois, en fait, on peut toujours faire soi-même. Mais en fait, après, la question, c'est quel genre de pizza tu veux fournir, quelle qualité de pizza et quelle énergie tu veux mettre dedans, si tu veux. Parce qu'après, comme dans le monde de la pizza, dans le monde de l'hébergement, il y a des gens qui ont commencé à proposer de la pizza qui est livrée toute chaude devant chez toi, de la pizza prête à décongeler, etc. Et ben, en fait, cette abstraction-là, elle peut aussi être vue dans le monde des serveurs, où en fait, Romaric lui représente un côté de la chaîne, si tu veux, où depuis très longtemps, les entreprises ont eu leur propre data center. Et quand il fallait héberger des applications, on avait son data center, on achetait ses serveurs et on hébergeait les applications ensuite dessus. Et bien en fait, au fur et à mesure que les technologies ont avancé, en fait, on a trouvé des moyens de plus en plus malins de mutualiser les moyens. Et pour les gens, du coup, d'avoir besoin d'acheter ou de faire de moins en moins d'investissements et de passer dans un modèle de location où au début, on pouvait louer l'emplacement dans un data center, on n'était pas obligé de le construire. Ensuite, on pouvait louer le serveur. Et là, en fait, on passe dans un modèle avec Scalingo où en fait, tu loues même plus le serveur, tu loues le fait que ton application, elle soit exécutée au moment où tu as besoin qu'elle soit exécutée et dans les conditions de sécurité que toi, tu souhaites. Est-ce que c'est un petit peu plus clair, Mélissande, comme ça? Il me manque le bout de la fin là, qui est du coup, vous hébergez, enfin ce que tu viens de dire sur le fait que vous garantissez que l'appli elle est exécutée, la différence avec un hébergement standard du coup. Alors, tu vois, si tu as ton propre data center, tu peux tout gérer de A à Z. Tu vois, c'est la colonne de tout à gauche. Tu gères du réseau au serveur, etc. jusqu'au haut. Voilà. Donc là, c'est possible que tu aies des besoins. Si tu veux, un jour, quand Schlookmap sera une mégacorp, vous aurez vos propres data centers pour gérer tous les bars du monde, tu vois. Mais peut-être qu'en attendant, en fait, la solution intermédiaire, la solution intermédiaire, c'est quoi? C'est infrastructure as a service. Le data center, il existe, et toi, tu demandes des serveurs qui te sont installés à la demande dans le data center que tu veux. Donc, par exemple, chez OVH, c'est ce que tu fais, tu vois. Après, nous, ce qu'on propose, c'est plateforme as a service. C'est-à-dire que on s'occupe de tout, c'est-à-dire tout ce qui est en gris, c'est Scalingo qui s'en occupe. Et du coup, Kevin pour Atolia, toi pour Schlookmap, ce que vous faites, c'est vous envoyer simplement le code de l'application et nous, on garantit qu'en dessous, les applications elles exécutent correctement, le réseau il soit correctement installé, tout soit maintenu en conditions de sécurité. Et nous, derrière,
tu as entendu parler par Kevin. Nous, nous-mêmes, on ne gère pas tout ce qui est data center. On se base sur un opérateur qui s'appelle Outscale, qui est un opérateur français, et qui, lui, nous fournit en fait la couche d'en dessous, c'est-à-dire la couche de virtualisation. Nous, en fait, on achète des serveurs, enfin, on loue des serveurs chez Outscale qu'on provisionne et qu'on va configurer le réseau pour avoir le réseau qui nous convient pour faire tourner la plateforme Scalingo. Ok, et du coup, parce que Kevin disait aussi que vous avez des sauvegardes backup automatiques, par exemple. Oui, alors effectivement, finalement, Scalingo, ce qu'on fait, c'est on fait du platform as a service, mais on fait aussi du database as a service. Parce que si tu hébergeais que l'application, finalement, tu nous envoies le code, donc tu l'as déjà. Mais nous, ce qu'on propose aussi, c'est des add-ons de base de données. Et à partir du moment où tu nous dis, je veux une base de données de tel type, et bien en fait, nous, on va instancier le serveur, etc., et on va faire tourner ta base de données, mais les données, elles t'appartiennent à toi. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va proposer avec ce service de base de données un service de sauvegarde. Et comme Kevin l'a dit, tu peux récupérer en fait un historique des sauvegardes qui sont faites tous les jours ou toutes les heures, etc. Voilà. Ok, très bien. C'est cool. C'est bien, ça a fluidifié pour une non-tech. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si je peux apporter une précision. Avec plaisir. Ouais, salut, c'est Yann de Scalingo. En fait, par rapport à ta question sur ouais, mais moi, si je suis chez OVH, en fait, il faut préciser parce que chez OVH, il y a plein de trucs, il y a plein de produits différents. L'hébergement, on peut le faire de 100 manières différentes. La question, en fait, fondamentale, et je pense que justement, après l'incendie, les gens ils devraient plus se la poser, c'est quel produit j'ai acheté, quelle responsabilité est prise par le produit que j'achète et quelles sont les garanties attachées. Donc, je sais que c'est un truc un peu rébarbatif parce que ça veut dire qu'il faut aller lire le contrat, en fait. Il faut lire le contrat et savoir et comprendre un peu ce qu'on achète. Dans le cadre du plateforme de service, comme on le voit sur le schéma, le modèle du plateforme de service, on prend en charge, on prend une responsabilité beaucoup plus grande, en fait, et on offre beaucoup plus de garanties. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer ce que fait Scalingo à ce que fait OVH. Et encore une fois, chez OVH, il faudrait préciser quel produit chez OVH. Quoi. Parce qu'ils ont, je sais pas, ils ont 10 classes de services de produits. En fait. Toujours est-il que le produit tel qu'on le propose, il n'y a pas d'équivalent. Alors, effectivement, en l'occurrence, il n'y a pas d'équivalent chez OVH sur le niveau de responsabilité qu'on prend et le niveau de garantie qu'on propose d'entrée de jeu. La conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, si jamais il y a des gens qui sont là ce soir qui ne sont toujours pas hébergés chez Scalingo, c'est que ça ne va pas, quoi. C'est bien ce que je pensais. Je vous laisse tirer les conclusions. Non, mais effectivement, enfin, ce qu'on a mis en avant, en fait, quelque part, c'est qu'il faut bien comprendre à quel moment est votre intérêt de développer votre propre solution. On a souvent tendance, surtout si c'est une startup qui est fondée par des gens qui viennent du domaine de la technique, et je pense que Kevin, tu pourras me seconder ou c'est d'autres fondateurs dans le meeting là, c'est qu'on a envie de se faire plaisir et de construire sa propre infrastructure, etc. Mais en fait, je ne dis pas qu'il faut résister à cette tendance parce que quelque part, ça serait jamais bon de simplement juste prendre la première solution qui est sur l'étagère parce que ça va plus vite. Mais en fait, il faut toujours se poser la question où est-ce que j'apporte réellement de la valeur et où en fait où est-ce que je peux trouver des gens qui peuvent faire le boulot pour moi. Voilà. Et c'est toujours ça. Et il n'y a jamais de réponse qui est toute faite. Voilà. Mais enfin, en tout cas, chez Scalingo, on a l'habitude de dire qu'en gros, on permet aux gens de se concentrer sur vraiment leur valeur ajoutée et ce qu'ils apportent parce que finalement, et là, je peux parler en tant qu'ancien fondateur de startup, c'est qu'une startup, ça peut vivre, ça peut chercher son business model tant qu'il y a de l'essence dans le réservoir. Et quand vous n'avez plus d'essence dans le réservoir, et ce n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi l'énergie des fondateurs, etc. Si vous avez mal utilisé votre énergie, si vous avez mal utilisé votre argent à faire des choses qui ne vous distinguaient pas sur le marché, et ben simplement l'aventure s'arrête à un moment. Et du coup, effectivement, les plateformes as a service
mais pas que Scalingo, etc. Mais il y en a d'autres. Hein. Mais c'est une solution de mettre sur le marché ce qui vous distingue. Et Schlookmap, vous êtes vraiment une petite équipe, vous n'alliez pas perdre du temps à développer des choses, à acheter des serveurs, etc. Voilà, tu vois, Clairement, exactement. Mais chez nous, c'est bien pour ça. Vous savez, donc, Schlookmap, c'est une appli de bar en plein Covid. Donc, heureusement pour nous, on n'a pas embauché, mais c'est sûr qu'on travaille avec énormément de services externes qui font le taf pour nous, qu'on paye, mais parce qu'en fait, ça nous fait gagner du temps de cerveau, du temps d'exécution. Et vu qu'on n'est toujours que 2 et que même si les bars sont fermés, on a énormément de choses à faire, on s'organise comme ça. Et donc, c'est clair que Scalingo, c'est une super solution. Par exemple, et comme tous les autres SaaS en fait, qui permettent de faciliter la vie, nous, c'est vraiment une culture aussi qu'on a vraiment tous les jours. Je pense que Romaric, sur d'autres aspects, pourra te dire aussi que Romaric, dans le data center, ils n'ont pas tout développé, tu vois. Enfin, les softs qu'ils utilisent, ils ont déployé des choses, il y a des solutions commerciales et des solutions open source, etc. Mais c'est à chaque fois que tu déploies quelque chose, tu te poses la question sur est-ce que je fais bien de déployer ça? Peut-être qu'il faut que je développe le truc moi-même parce que je n'ai pas le truc qu'il me faut. Et c'est peut-être ça la question. Je ne sais pas, Romaric, tu as peut-être des exemples qui te viennent en tête? Oui, en fait, les principales choses qu'on a, donc, par exemple, j'ai montré avant des courbes de supervision. Ça, évidemment, on a juste, entre guillemets, alors c'était beaucoup de boulot pour le collègue qui a fait ça, il s'appelle Jean-Sébastien Tarot, il est formidable ce qu'il a fait. Le tracé de ces courbes, on ne l'a pas développé. On a réutilisé des socles standards de chez nous. On a en fait, le seul développement qu'on a fait, c'est interroger les équipements d'hébergement pour récupérer les bonnes données. Tout le reste, on l'a mis dans des bases de données qui ont été ensuite graphées automatiquement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est fractal ce raisonnement, c'est-à-dire que même sur un service de base qui n'est que de l'hébergement, qu'un service avec finalement peu de valeur ajoutée, ce service-là permet à l'informaticien de l'université ou d'un laboratoire de recherche qui n'avait pas auparavant de data center, et ça lui permet de s'abstraire de problèmes qui ne sont pas les siens, à savoir des problèmes de clim. Voilà. Et typiquement, nous, on offre ce service-là. Les plateformes de passe permettent de s'abstraire de problèmes qui ne sont pas les siens, à savoir les morceaux de code hyper factorisables, hyper génériques, qu'on veut simplement assembler. Et en fait, on est tous là à nos niveaux pour permettre finalement à nos clients de se recentrer sur leur métier et pour assembler des briques de base de qualité, un hébergement dans un data center, une stack logicielle. Et l'idée, c'est de permettre aux gens d'assembler des trucs existants de manière pertinente. Voilà. Et en fait, c'est à ça qu'on sert. Eh ben, écoutez, merci à tous d'être venus. Donc, le meet-up sera rediffusé. Merci à nos 3 intervenants qui ont pris le temps d'échanger avec nous et qui nous ont appris plein de choses. Et surtout, hébergez-vous chez Scalingo.